Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. On est ravis de vous accueillir pour cette première conférence des Vendanges du Savoir 2026. 2026 qui est peut-être, que vous le savez, mais une année riche pour la Cité du Vin parce qu'on célèbre nos 10 ans et il me semble que les Vendanges du Savoir aussi, à partir de septembre 2026, ça sera les 10 ans. Donc première conférence des Vendanges des Savoirs ce soir. Donc pour le déroulé, on va partir sur 1 heure de conférence suivie de 30 minutes de questions-réponses. On vous fera passer un micro pour que vous puissiez poser vos questions. Et tous nos spectateurs qui sont sur Zoom pourront également poser leurs questions via la rubrique Q&R. Et on retranscrira leurs questions et on les posera à l'intervenante de ce soir. N'hésitez pas également à nous faire part si vous avez des problèmes techniques dans cette rubrique. On essaiera d'y pallier, mais normalement, il n'y a aucun souci. Merci encore. Je vais appeler Alain Blanchard, membre du comité de pilotage des Vendanges du Savoir, qui va vous introduire cette belle soirée. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Merci beaucoup. Merci Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici et de voir qu'il y a du monde. Alors, les Vendanges du Savoir, juste un petit rappel, c'est une action culturelle portée par les 2 universités bordelaises. Donc Université Bordeaux-Montaigne et Université de Bordeaux. Et c'est directement en fait une émanation aussi de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, donc qui a pour mission finalement d'organiser et de fédérer à la fois en fait l'enseignement, les formations, qu'elles soient d'ailleurs continues ou des formations en fait initiales. Et la recherche dans tous les domaines autour de la vigne et du vin. Voilà. Alors, on a un programme que vous connaissez avec des conférences et puis d'autres actions culturelles. Ce soir, donc, on a cette conférence qui va être donnée par notre collègue de l'ISVV, Chloé Delmas. Alors, on est ravis d'abord parce que de temps en temps, on invite certains de nos collègues et c'est le cas ce soir. Et puis, Chloé Delmas, alors je suis particulièrement fier qu'elle ait été acceptée. En fait, c'est dans le comité de pilotage, c'est moi qui ai proposé son nom et je suis ravi qu'elle ait pris cette chance, je pense, de réussir à s'exprimer, parce que c'est un exercice que tous les chercheurs n'ont pas toujours envie de faire, parce qu'il faut s'exprimer devant le grand public. Voilà, donc c'est pas toujours un exercice facile, mais je suis très confiant parce que je l'ai déjà écouté parler, et puis elle a une capacité en fait à parler de ses recherches. Sur un sujet, vous allez voir, alors on a appelé ça, c'est un terme, cep en péril, qui couvre donc les maladies du bois ou les maladies qui concernent le dépérissement de la vigne. C'est finalement un ensemble, un cortège, alors elle va nous expliquer ça avec des mots beaucoup plus appropriés que moi, qui, bon an, mal an, en fait, quand même fait perdre au vignoble dans son ensemble quand même une proportion tout à fait significative en fait de production. Donc c'est des pertes de production et en fait c'est aussi, ça crée de l'hétérogénéité dans le vignoble. Elle va nous expliquer tout ça. Et Chloé donc travaille, elle est directrice de recherche et elle travaille dans un des laboratoires de l'INRAE à Bordeaux. Qui est aussi affilié à Bordeaux Sciences Agro, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un laboratoire qui est sur... alors, on pourrait dire pathologie de la vigne, mais c'est un peu faux de dire ça, parce que c'est tout ce qui englobe en fait l'agroécologie du vignoble. Et c'est un laboratoire que moi je trouve très intéressant. Alors j'y suis pas, donc je peux en parler. Il étudie en fait les pathogènes avec différents niveaux d'échelle, c'est-à-dire soit au niveau, enfin du niveau moléculaire, en étudiant l'ADN bien sûr, des pathogènes, jusqu'à l'écologie, jusqu'à en fait des approches très intégrées d'écologie. Et en fait, Chloé a une formation d'écologue, c'est ça, et a réussi à intégrer aussi ces différents niveaux d'approche, que ce soit le moléculaire jusqu'à la parcelle ou le paysage viticole. Donc voilà, bon, sans plus tarder, parce que je suis trop bavard, je laisse la place et vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions à l'issue de cette conférence d'environ une petite heure. Voilà, Chloé.
Bien, merci beaucoup Alain pour cette présentation. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous parler de nos travaux sur les maladies du bois de la vigne. C'est un sujet de recherche historique pour la région bordelaise, qui est encore plein de mystères, vous allez le voir. Et donc ce soir, je vais vous raconter le chemin parcouru avec mon équipe ces 8 dernières années sur la compréhension, sur le chemin de la compréhension des maladies du bois. Alors vous n'êtes peut-être pas familier de la pathologie de la vigne. Vous avez certainement entendu parler du mildiou, sûrement du phylloxéra, mais que savez-vous réellement des maladies du bois ? Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des pathologies qui affectent le tronc du cep de vigne. Vous voyez ici des exemples de nécroses très typiques des maladies du bois, qui sont des symptômes qu'on peut observer dans les vignobles du monde entier. Si vous vous promenez en région viticole, vous avez peut-être déjà croisé ces symptômes foliaires caractéristiques, avec des dessèchements qui rendent cet aspect tigré au feuillage. Vous avez peut-être vu également des plantes en très faible croissance, un peu nanifiées, ou alors des dessèchements totaux de la canopée, ou encore malheureusement un grand nombre de ceps morts dans les parcelles. Tout cela représente les maladies du bois. On peut aussi nommer ces maladies avec leur nom plus scientifique, on va dire. Donc on peut parler d'ESCA, de dépérissement à botryose-furiacée, de typiose ou encore de maladie de Pétri en ce qui concerne les plus jeunes plantes qui sont également affectées par cette problématique. On peut également citer un grand nombre de champignons avec tout plein de noms latins que vous voyez ici. Les maladies du bois, c'est aussi ça. Et donc pour l'instant, c'est assez classique, vous me direz, des symptômes, des noms compliqués de champignons. Mais alors pourquoi les maladies du bois sont encore un sujet si important de recherche et puis encore plein de mystères ? Alors pour cela, on va commencer par parler un peu d'histoire, puisque les maladies du bois, c'est pas un sujet nouveau. Voilà, les premières mentions de dépérissement de la vigne se retrouvent déjà dans les écrits anciens de l'Antiquité. Puis il faut attendre la fin du XIXe siècle pour avoir les premières descriptions de décomposition interne du bois, la pourriture blanche, et puis de ces tigrures foliaires typiques de l'ESCA. Vous pouvez voir ici du matériel conservé sous presse. Enfin, au début du XXe siècle, les viticulteurs trouvent une solution contre ces maladies du bois avec un ancien insecticide, l'arsénite de sodium, qui se trouve être efficace pour supprimer l'expression de ces symptômes avec un effet fongicide, donc contre les champignons. Les années 70 font de Bordeaux le berceau de la recherche sur les maladies du bois avec les travaux pionniers de Bernadette Dubos sur le typiose et puis ensuite sur l'ESCA. Et puis ensuite, dans les années 90, c'est le développement des outils moléculaires. Et donc à cette époque, on va décrire de très nombreux champignons que l'on trouve dans le bois de vigne, ce qui conduit à l'émergence, dans les années 2000, de la notion de complexe des maladies du bois, qui est le reflet de la difficulté des scientifiques à faire le lien entre les symptômes et tous ces champignons pathogènes. Ce constat est partagé par les différents pays, notamment l'Italie, la France, les États-Unis et l'Australie. Et ce qui crée un petit groupe de chercheurs en 1998 a fondé un conseil international sur les maladies du bois de la vigne qui est encore actif aujourd'hui, qui regroupe maintenant la communauté internationale sur ce sujet et qui permet d'échanger les résultats et de collaborer sur la compréhension de cette problématique. Alors, en 2000, c'est un tournant pour la viticulture puisque la France interdit enfin l'utilisation de l'arsénite de sodium qui était certes efficace mais extrêmement toxique pour l'homme et pour l'environnement. Les maladies du bois redeviennent alors un problème scientifique et agronomique majeur. Ça pousse d'ailleurs les services du ministère à créer ce qu'on appelle l'Observatoire national des maladies du bois, c'est-à-dire qu'ils demandent aux régions viticoles de noter dans les parcelles les symptômes foliaires, la mortalité, pour pouvoir suivre l'évolution de ces maladies, notamment après l'arrêt de l'arsénite de sodium. Ensuite, la fin des années 2010 est un moment important pour la communauté puisque le ministère de l'Agriculture, associé aux interprofessions viticoles, lance un grand plan de lutte contre le dépérissement du vignoble, le PNDV, qui a largement financé les travaux que je vais vous présenter ce soir. Alors, qu'en est-il de la situation en France depuis le lancement de l'Observatoire, donc depuis 2003 ?
on a récemment, dans le cadre d'un projet, rassemblé toutes les bases de données régionales, des notations des différentes parcelles, ici ce sont les petits points noirs qui sont suivis, et on a pu regrouper dans une base de données nationale homogène l'ensemble des symptômes d'ESCA et de typiose. Et donc cette base de données, on peut y accéder pour visualiser les tendances avec ce code ici que vous pouvez aller voir plus tard ou maintenant. Et donc cet observatoire nous indique que l'incidence de l'ESCA en France est de 3% en moyenne sur les 20 dernières années. Ça veut dire que 3% des cèpes dans les parcelles présentent des symptômes. Et on peut voir que cette incidence fluctue selon les millésimes, mais toujours en restant dans la même fourchette entre 2,5 et 4%, on va dire. Alors que l'eutypiose, qui était une forte problématique en France depuis les années 70, elle montre un fort déclin de son incidence. Et aujourd'hui, je peux m'avancer et dire que ce n'est plus vraiment une menace pour la viticulture française. Donc nos travaux de recherche se sont concentrés sur l'ESCA, et notamment sur la compréhension de l'apparition de ces symptômes foliaires. Alors l'ESCA, j'aime bien dire que c'est une maladie pas comme les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les symptômes foliaires s'expriment en été, entre début juin et fin août, avec une très forte augmentation à la mi-juillet. Ce pattern d'expression est le même toutes les années dans toutes les parcelles. Par contre, les symptômes foliaires sont aléatoires au sein de la parcelle. Il n'y a pas de pattern de contagion, comme on peut avoir avec une maladie épidémique ou avec une virose. Ces symptômes, on présente une grande diversité visuelle, on parle de diversité phénotypique, et chacune de ces feuilles, par exemple, va voir son symptôme évoluer au cours de la saison, en aspect visuel, je parle. De plus, on ne les observe que dans des vignobles âgés de plus de 7 ans environ, donc plutôt une problématique de vignobles plus âgés, avec un pic d'expression entre 9 et 24 ans environ. Tous les cépages ne sont pas égaux, avec des sensibilités différentes, mais je vous en parlerai beaucoup plus dans la suite de mon exposé. Et puis l'ESCA entraîne bien sûr, et c'est une des problématiques, des pertes de rendement. Vous pouvez voir sur cette photo, sur un Cabernet Sauvignon, sur la partie de votre gauche symptomatique, on a une très faible vendange, alors que des très belles grappes attendent le vendangeur sur le bras où le feuillage est entièrement vert. Ensuite, une autre particularité est qu'une fois qu'une plante a exprimé des symptômes une année, elle ne va pas en réexprimer forcément l'année suivante et parfois pas pendant 2, 3, 4 ans. On a donc un cycle d'apparition de symptômes et de périodes asymptomatiques pour chaque plante. Un cycle qu'on ne peut pas expliquer encore ni prédire. Par contre, toutes les plantes qui expriment des symptômes ont une plus faible espérance de vie, ce qui diminue la longévité des vignobles. Alors l'ESCA, c'est une maladie du bois, certes, mais c'est surtout une maladie vasculaire. Alors pourquoi c'est une maladie vasculaire ? Eh bien parce que l'expression des symptômes, que ce soit au niveau du feuillage ou au niveau du bois, suit parfaitement le fonctionnement vasculaire de la vigne. Donc je m'explique. Parfois, les symptômes ne s'expriment pas sur la plante entière. On va avoir seulement une moitié de la plante. Par exemple, ici, dans le Bordelais, en double guyot, on peut avoir qu'un seul bras symptomatique. Et on peut même parfois avoir que quelques rameaux ou un seul rameau. Mais toutes les feuilles seront alors symptomatiques. Sous l'écorce apparaît, de manière concomitante aux symptômes foliaires, un symptôme qu'on appelle une bande brune ici, qui est une coloration du bois le plus fonctionnel, le bois le plus récemment produit par la plante. Et on a pu démontrer avec des colorations, ici par injection d'un colorant par gravité, que les trajets de sève chez la vigne sont très bien sectorisés. Autrement dit, en injectant un colorant rose par ce sarment, eh bien, toute la plante ne se colore pas en rose, mais on peut mettre en évidence la circulation de la sève qui est bien compartimentée. Or, l'expression des symptômes, comme je viens de vous le montrer, suit parfaitement cette compartimentation du système vasculaire. On est bien sur une pathologie vasculaire. Quid des nécroses et des champignons maintenant ? Alors, pour vous parler de ça, je prends un exemple sur une étude que l'on a réalisée sur le Sauvignon blanc, où on a découpé les cèpes en tronçons pour quantifier la proportion de différents types de nécroses dans le tronc. Et on peut voir qu'une plante exprimant des symptômes d'ESCA ici
possède moins de bois sain en proportion qu'une plante qu'on a appelée contrôle qui ne présente pas de symptômes foliaires. Et elle possède également plus de tissus nécrosés, que ce soit l'amadou, qui est cette pourriture blanche ici au centre, ou des nécroses noires. Ensuite, avec des approches moléculaires, nous nous sommes intéressés aux communautés fongiques dans ce bois. Pour cela, on extrait l'ADN du bois de vigne et puis on va identifier l'ensemble des champignons présents. Sur ce graphique, vous voyez l'ensemble des échantillons. Et lorsque les points sont proches, les communautés fongiques de ces échantillons sont proches. Et on peut voir très clairement une dissociation entre les tissus nécrosés en noir et en gris et le bois sain en orange. Et on peut également noter que les communautés fongiques de ce symptôme qui apparaît en même temps que ceux sur les feuilles, la bande brune, les communautés fongiques sont similaires au bois sain. Ensuite, avec l'identité de ces champignons présents, on peut savoir s'ils sont pathogènes ou protecteurs, c'est-à-dire avec un effet négatif sur les pathogènes. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les tissus nécrosés comportent significativement plus de pathogènes et moins de champignons protecteurs que le bois sain. Donc on a bien plus de pathogènes présents dans ces tissus nécrosés. On a ensuite étudié plus en détail les communautés fongiques de ce bois sain, puisque c'est là où la sève est transportée, et, puisque c'est une maladie vasculaire, là où peuvent s'exprimer les symptômes. Et on a pour cela regardé les communautés de champignons et de bactéries. Donc on parle de microbiote. En haut, vous avez les champignons, en bas, les bactéries. Première remarque, il y a un très grand nombre d'espèces. Alors on parle plutôt d'unités taxonomiques, mais on est sur un proxy d'espèces ici, plus de 360 champignons et 760 bactéries dans des morceaux de bois, donc c'est vraiment très riche. Et ensuite, on a comparé la diversité, donc le nombre d'espèces, et puis toujours comme le graphique précédent, la composition avec chaque point étant un échantillon. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a aucune différence dans les communautés microbiennes entre des ceps avec des symptômes foliaires, représentés en jaune, et des ceps sans symptômes foliaires, représentés en vert. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. L'ESCA est donc un cas qui défie les postulats de Core. Alors, qu'est-ce que les postulats de Core ? Vous allez tout de suite faire l'analogie avec la médecine humaine. Ce sont des postulats qui précisent comment on détermine qu'un agent pathogène est la cause d'une maladie. Donc, pour cela, le docteur Core, qui était donc allemand, a défini qu'il fallait pouvoir isoler l'organisme pathogène de tous les individus malades, l'inoculer à un individu sain, reproduire systématiquement exactement les mêmes symptômes et réisoler l'organisme pathogène. Or, pour l'ESCA résiste complètement à ce cadre expérimental, puisque d'une part, on a les agents pathogènes dans tous les individus malades, mais aussi ceux qui sont sans symptômes foliaires, donc les individus sains. Et puis, lorsqu'on inocule ces agents pathogènes, on ne reproduit pas systématiquement les mêmes symptômes. Le mécanisme à l'origine, faisant le lien entre les nécroses et les communautés de pathogènes dans le tronc et les symptômes foliaires, n'est pas connu. Alors, pour étudier une maladie si complexe, on peut revenir à une base en pathologie végétale qui est le triangle de la maladie, qui explique qu'une maladie va s'exprimer lorsque l'environnement va être favorable, l'agent pathogène présent et virulent, et la plante présente est sensible. Et donc, pour mieux comprendre les mécanismes d'expression des symptômes d'ESCA, nous nous sommes intéressés à chacune de ces facettes, et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut étudier une maladie qu'on ne peut même pas reproduire en laboratoire ? Parce qu'au vignoble, on ne peut pas vraiment manipuler l'environnement, un peu, mais pas trop. On peut difficilement utiliser des technologies un peu poussées pour étudier la plante, donc ça reste très limité. Donc pour cela, nous avons innové un petit peu, et tout cela grâce à un collègue passionné de bonsaï qui nous a mis au point un super protocole pour pouvoir transplanter des ceps âgés d'un vignoble en pot de 20 litres et obtenir une collection de ceps âgés qu'on a installé sous des serres, et pour pouvoir enfin avoir un système expérimental permettant de travailler sur l'ESCA. Donc, quand l'été arrive, ces ceps en pot
expriment des symptômes foliaires qui sont d'aspect identique à ceux du vignoble et dont la fréquence d'observation, on va dire, ou d'apparition est parfaitement identique à celle du vignoble d'origine. Donc, grâce à cet outil, nous avons tout d'abord étudié le rôle de l'environnement pour la première fois. Donc, on a pu tester l'impact de la fertilisation azotée et de la sécheresse. Et puis ensuite, je vous parlerai également d'études à plus large échelle avec des données climatiques et d'épidémiologie. Donc voilà, on va tout de suite commencer par l'effet de l'environnement. Alors, pour étudier le rôle de la fertilisation dans l'expression de l'ESCA, on a donc soumis ces ceps de vigne en pot à 3 niveaux de fertilisation azotée, avec du nitrate d'ammonium, avec l'obtention de ceps très différents visuellement. Vous pouvez voir ici le niveau le plus carencé, avec un faible développement, des couleurs très palichonnes. Et puis de l'autre côté, des ceps beaucoup plus volumineux et beaucoup plus foncés. Et on peut voir ça avec des mesures de chlorophylle sur les feuilles, où on a obtenu 3 niveaux bien distincts de fertilisation azotée, dont le niveau moyen correspond à peu près à ce qu'on avait dans le vignoble. Ensuite, nous avons donc noté l'expression des symptômes d'ESCA, et au bout de 3 ans, on a pu mettre en évidence qu'une carence en azote entraînait une moindre expression des symptômes d'ESCA. Donc les conditions environnementales ici de fertilisation peuvent influencer l'expression de ces symptômes. Et ces plantes carencées étaient caractérisées par une moindre transpiration, plus de molécules de défense, notamment des flavonoïdes qui sont antifongiques. Et par contre, on peut noter que les champignons du bois n'étaient pas du tout impactés par 3 années de fertilisation vraiment contrastée. Donc on peut voir que la physiologie via l'environnement a un rôle majeur dans l'expression de l'ESCA, et la suite pour nous a été de nous intéresser au rôle du stress hydrique grâce à ces ceps de vigne en pot. Donc tout d'abord, quelques brèves notions d'hydraulique des plantes. Donc la sève dans une plante est transportée du sol vers les feuilles grâce à un moteur qui est le gradient de potentiel hydrique ou de tension. En effet, l'air étant plus sec que la feuille, l'eau va s'évaporer au niveau de la feuille et cela va entraîner toute la montée de l'eau dans la plante puisque toutes les molécules d'eau sont attachées les unes aux autres. Ça s'appelle la théorie de la tension-cohésion. Et grâce à ce gradient de potentiel hydrique schématisé ici, la colonne d'eau va être tirée vers le haut et au final, l'eau va être absorbée par les racines. Donc l'eau est bien tirée par une tension et non pas poussée par les racines. Et vous pouvez voir ici sur cette coupe de tige de l'année d'un sarment que les vaisseaux qui transportent l'eau sont ces petites ouvertures blanches ici, au milieu d'un tissu qu'on a coloré en rose, qui est un tissu ligneux. Et donc c'est par là que l'eau est transportée. Alors, pour cette expérimentation, on a séparé nos plantes en 2 groupes de manière aléatoire avant l'expression des symptômes. Un groupe bien arrosé, pas du tout en stress hydrique, le niveau de stress ici de tension dans la colonne d'eau est de 0, et un autre groupe que nous avons maintenu en état de stress hydrique à environ -1 mégapascal, ce qui est un stress assez intense pour couper la croissance et la transpiration de la plante, mais qui n'est pas létal. Et donc sur ce graphique très très moche, on peut voir en rouge, ce sont les feuilles symptomatiques d'ESCA, et en orange, ce sont les feuilles soumises au stress hydrique, comparées au contrôle en bleu. Et donc on peut voir aussi qu'au niveau de la feuille, que ce soit l'ESCA ou le stress hydrique, la transpiration est réduite et également la photosynthèse, l'assimilation en carbone. Cette expérimentation, conduite pendant 2 ans, nous a permis de mettre en évidence que le stress hydrique, ce niveau de stress hydrique en tout cas, avait totalement inhibé le développement des symptômes foliaires puisque aucune des plantes soumises à ce niveau de sécheresse n'avait exprimé des symptômes foliaires d'ESCA. Donc une relation totalement antagoniste entre ESCA et sécheresse. Si on revient sur ce triangle de la maladie, cette expérimentation révèle donc un rôle majeur du transport de l'eau et de l'état de stress de la vigne dans le développement de l'ESCA. Par contre, ça ne nous dit pas quels sont les mécanismes associés.
Est-ce que la communauté de champignons, par leur présence, leur abondance, a été impactée? Est-ce que c'est l'activité des champignons qui a été impactée par le stress hydrique? Ou bien est-ce que c'est le métabolisme, c'est-à-dire la réponse de la plante au stress, qui est à l'origine de cette inhibition? Donc, pour répondre à ces questions, on a utilisé des approches moléculaires à partir du bois de ces sauvignons blancs, donc âgés de 30 ans. On a extrait l'ADN du bois pour identifier la présence et l'abondance relative des champignons. Et puis, on a utilisé l'ARN, qui nous sert à savoir quels gènes sont actifs à un instant T, de la vigne et des champignons. Sur ce premier graphique, vous voyez 8 champignons, les 8 noms latins ici des espèces, qui sont 8 champignons emblématiques des maladies du bois de la vigne. Et nous pouvons voir leur abondance relative ici. Et ce qui saute aux yeux, c'est que déjà, il y en a 5 d'entre eux qui ont une abondance extrêmement faible et qui ne répondent pas du tout à l'environnement. Puisqu'on compare ici les plantes contrôle, bien arrosées sans symptômes, des plantes avec des symptômes d'ESCA et des plantes en stress hydrique. Donc il y a au moins ces 5 espèces qui ne répondent pas du tout et 2 espèces qui répondent significativement. Une espèce Basidiomycète, Fomitiphoria mediterranea, qui est l'agent qui cause la pourriture blanche dans le bois, lui est beaucoup plus abondant, enfin significativement plus abondant dans les plantes qui expriment des symptômes d'ESCA. Et puis Phaemonella chlamydospora, un ascomycète, répond à l'ESCA, mais surtout au stress hydrique. Alors ça, c'est l'abondance de ces champignons basés sur l'ADN, mais qu'en est-il de leur activité? Pour cela, on s'est basé donc sur l'extraction d'ARN et on a comparé l'expression des gènes en conditions contrôlées ou en conditions de stress. Et ce graphique, là, vert et bleu, nous montre que seulement 2 espèces avaient une expression de gènes différente en conditions de stress. Phaemonella chlamydospora et Fomitiphoria mediterranea. Et puis, en regardant de plus près ces gènes, on a pu voir que c'était des facteurs de virulence potentiels et que Fomitiphoria les activait en réponse à l'expression d'ESCA, alors que Phaemonella les activait en réponse au stress hydrique. Donc, 2 champignons du bois peuvent avoir des réponses complètement différentes à 2 stress biotiques et abiotiques. Ensuite, on s'est intéressé à la réponse de la vigne. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, dans ces nuages de points, chaque point est un gène surexprimé. Donc, on peut voir qu'en réponse à l'ESCA en rose ou au stress hydrique en orange, la vigne répond énormément, beaucoup plus que les champignons. Il y a énormément de gènes surexprimés. Quand on s'intéresse aux fonctions de ces gènes avec des bases de données, on peut voir ici ce qui est intéressant, c'est que à la fois pour la réponse à l'ESCA en rose ou en orange pour le stress hydrique, eh bien ces voies de biosynthèse ici qui sont activées, ce sont des réponses de défense de la plante, avec l'activation de phénylpropanoïdes, phytoalexines, stilbénoïdes. Donc ça montre que le stress hydrique, lui aussi, pas que l'ESCA, active une réponse de défense face au stress. Pour conclure sur cette étude, et on commençait à avancer sur notre compréhension de cette maladie, puisqu'on a quand même pu révéler que certaines conditions environnementales pouvaient inhiber ou réduire l'incidence d'ESCA, notamment des conditions qui conduisaient à une stimulation de la réponse de défense de la plante, mais aussi à diminuer la transpiration et la photosynthèse. On a pu montrer qu'un champignon était très stimulé par le stress hydrique, et on peut donc faire l'hypothèse que Phaemonella chlamydospora est peu impliqué dans l'expression des symptômes d'ESCA, puisqu'on voit qu'il se plaît fortement dans des conditions où il n'y a pas de symptômes d'ESCA. Sur l'autre côté du graphique, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que l'expression des symptômes d'ESCA entraînait aussi une réponse de défense, diminuait les échanges gazeux et la transpiration de la plante, et que cet état physiologique précis stimulait la virulence d'un champignon, Fomitiphoria mediterranea. Alors, on va complètement changer d'échelle. Là, on était dans le moléculaire, et je vais vous maintenant faire le lien entre ce qu'on a vu à l'échelle expérimentale pour tester l'effet de l'environnement et est-ce qu'on trouve les mêmes résultats si on s'intéresse aux variations climatiques en France, par exemple. Donc, pour cela, on a utilisé une partie de la base de données de l'Observatoire, avec les parcelles ici représentées sur cette carte. On a utilisé 10 cépages et on a
pu obtenir les données estimées de Météo France pour chacune de ces localisations. Et on a ensuite calculé des variables climatiques en fonction du développement de la vigne, et ce, de manière propre à chaque cépage grâce à des outils de modélisation. Donc on a pu obtenir, par exemple, des températures, de l'humidité du sol, de l'évapotranspiration, etc., pour une période de dormance, une période de croissance de la vigne et une période d'expression de symptômes. Ensuite, on a croisé ces données avec notre suivi de surveillance du territoire. Donc, je vous rappelle que l'incidence d'ESCA varie au cours des millésimes, avec certains millésimes inférieurs à la moyenne, où il y a moins d'ESCA que les autres années. Donc, ce sont les points bleus, 2003-2022. Et puis, certains millésimes où il y avait beaucoup plus d'ESCA significativement plus d'ESCA que la moyenne, les points rouges. Et donc, en croisant avec les données climatiques et la phénologie de la vigne, on a pu prédire, que le risque d'ESCA est très fort lorsque la période de croissance de la vigne possède un sol très humide. Le SWI, c'est un indicateur d'humidité du sol. Et lorsque les températures estivales de la période d'expression sont plutôt douces, qu'on n'est pas dans des extrêmes. Autrement dit, les années très sèches et très chaudes vont inhiber l'expression des symptômes d'ESCA. Donc on retrouve, avec des outils de modélisation large échelle spatio-temporelle, les tendances que l'on observait en conditions expérimentales. Alors on a vu à travers ces différentes expérimentations que le transport de l'eau, la transpiration de la plante, vous m'avez entendu utiliser beaucoup ces termes, sont au cœur du sujet. Mais qu'en est-il réellement du transport de l'eau? Comment peut-on visualiser, aller voir comment ça se passe à l'intérieur d'un cep de vigne? Je bois. Je vous remercie. Alors, pour plonger au cœur des ceps de vigne, nous avons eu la chance de pouvoir envoyer des ceps de vigne avec des collègues au synchrotron Soleil de Saclay, qui est un équipement permettant de faire des scans au rayon X à très haute résolution. Donc on obtient des radios, comme nous quand on va faire des radios, sur des végétaux intacts. Il n'y a pas de biais de prélèvement ou quoi que ce soit. Donc vous voyez par exemple ici un scan de pétiole de feuilles, une nervure centrale de feuilles et un sarment de vigne. Et ça nous permet de voir surtout si les vaisseaux sont fonctionnels, s'ils sont remplis d'eau ou d'air. Donc, premier exemple, cette technologie, donc, nous l'avons utilisée pour savoir si l'expression des symptômes d'ESCA entraînait une perturbation du transport de l'eau dans la plante. Donc, pour comprendre le fonctionnement, je vous montre sur les feuilles vertes d'abord. Donc, sur le premier scan d'une feuille intacte, on peut voir que tous les vaisseaux sont gris. Et ici, vous avez un vaisseau noir. Le vaisseau noir est plein d'air. Les vaisseaux gris sont pleins d'eau, puisque les rayons X sont absorbés par l'eau. Ensuite, pour savoir si ces vaisseaux sont fonctionnels, on se sert de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de la théorie de la tension-cohésion. C'est-à-dire qu'on va venir couper avec un scalpel, après le premier scan. Si l'eau est sous tension, eh bien, les molécules d'eau se rompent et on a une entrée d'air immédiate dans le système. On appelle cela la cavitation, l'embolie. Et donc, sur le scan suivant, on va voir apparaître tous les vaisseaux en noir. Donc, sur cette feuille, les vaisseaux fonctionnaient bien. C'est ce qu'on a fait sur une feuille symptomatique. Première réponse, les vaisseaux ne sont pas remplis d'air, puisque sur le premier scan, ils n'apparaissent pas noirs. Donc ça, c'était une première surprise, parce que vu le niveau de dessèchement des feuilles, on s'attendait réellement à ce qu'il y ait un problème d'air dans cette histoire. Finalement, on a ensuite coupé la feuille pour tester si ces vaisseaux étaient fonctionnels. Et là, deuxième surprise, non, ces vaisseaux ne fonctionnent pas. Ils sont bien pleins, mais la sève n'est pas sous tension, puisque quand on coupe la feuille, ils ne se sont pas embolisés. Et en moyenne, sur l'ensemble des feuilles, on a obtenu 77% en moyenne de vaisseaux non fonctionnels. Alors ensuite, avec des outils de microscopie, on a pu révéler que sur les feuilles saines, les vaisseaux sont parfaitement sains,
alors que sur les feuilles symptomatiques d'ESCA, on a des gels et des occlusions qu'on appelle des tiles qui se forment à l'intérieur des vaisseaux et qui sont produits par la plante elle-même, c'est une réponse de défense, et qui viennent rendre les vaisseaux impropres au transport de l'eau. Alors, est-ce qu'on observe aussi la tylose dans les sarments et dans le tronc? La réponse est oui. Vous avez ici une image de microscopie d'un tronc de vigne et on peut voir très clairement toutes les occlusions colorées plutôt en bleu dans ces tissus. Ici, vous avez de nouveau des scans du synchrotron soleil sur des tiges où l'eau apparaît en blanc brillant et on peut voir très clairement que sur les tiges symptomatiques, il y a un problème de transport de l'eau puisqu'il y a de moins en moins de blanc sur ces scans. Mais cette tylose intervient-elle à distance du lieu des pathogènes ou au contact des agents pathogènes? Pour savoir cela, on a comparé les communautés fongiques avec des extractions d'ADN et du séquençage des différents tissus. Ce que vous voyez, maintenant vous êtes familier de ces graphiques, ce que vous voyez très clairement, c'est que les communautés fongiques du tronc sont très différentes des autres tissus, y compris du bois juste de 2 ans, ou du sarment de l'année, ou des feuilles. Ensuite, on est allé voir l'identité de ces champignons et on a pu voir que dans le bois, dans le tronc, il y a majoritairement les agents pathogènes du bois, alors qu'ils sont très faiblement abondants, voire absents de tous les autres tissus. Par conséquent, la tylose dans les feuilles et dans les tiges se produit à distance du lieu de vie des pathogènes, probablement suite à l'expression d'un signal qui indique à la plante qu'elle doit se défendre. Et cela pénalise la plante puisque, au final, ça entraîne une perturbation du transport de l'eau, un dysfonctionnement hydraulique. Alors, quelles sont les conséquences de cette tylose maintenant? C'est fait, c'est produit, la plante s'est défendue, il y a un problème de conduction de l'eau. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a pu montrer que cette apparition de tylose était associée à l'altération de la dynamique de croissance des rameaux, parfois même de lignification. Par contre, en fin de saison, vous pouvez voir ici, donc les occlusions là sont colorées en bleu vif et le reste des tissus ligneux est en rose. Et on peut voir qu'en fin de saison, des petits vaisseaux fonctionnels apparaissent, ce qui permet à la plante de repousser et de reformer des feuilles vertes parfaitement saines, capables de faire de la photosynthèse et probablement de refaire les réserves carbonées de la plante. Ensuite, nous nous sommes demandé si cette expression d'ESCA pouvait rendre la plante plus sensible à certains stress. Par exemple, je vous ai dit que les symptômes s'exprimaient en début de saison, juin, juillet, mais il est très fréquent d'avoir du stress hydrique en août. Pour tester cette hypothèse, on a attendu que les cèpes expriment des symptômes foliaires et puis on a coupé complètement l'irrigation. Ce que vous pouvez voir sur ces images, ici à gauche, c'était la plante entièrement verte qui, en 2 semaines, s'est complètement desséchée. Alors que la plante symptomatique d'ESCA, alors bon, on ne voit pas hyper bien, mais on devine quand même du feuillage encore vert, notamment toutes ces repousses dont je viens de vous parler en haut de la plante. Par conséquent, le fait d'avoir des symptômes d'ESCA et donc une plus faible transpiration, puisque les feuilles symptomatiques, je vous l'ai dit, transpirent peu, font peu de photosynthèse, eh bien, ça entraîne une meilleure tolérance de la vigne au stress hydrique. On a comparé l'évolution de 3 métriques. Ici, vous avez le potentiel hydrique, c'est la tension dans la colonne d'eau, les échanges gazeux au niveau des feuilles également. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'à partir de l'arrêt de l'irrigation, qui est la barre verticale, eh bien, pour les plantes vertes, on observe une chute drastique et très rapide de ces paramètres, alors que pour les plantes symptomatiques en rouge, eh bien, on a une moindre réponse, en plus retardée dans le temps. Voilà. Même sur les indicateurs physiologiques, on voit vraiment un effet de l'ESCA sur cette tolérance au stress hydrique. Alors, un petit bilan à ce stade. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence? Que l'ESCA entraînait des perturbations du transport de l'eau, avec des occlusions vasculaires et non pas des bulles d'air, comme on avait fait l'hypothèse au départ, et entraîne aussi une baisse de la transpiration de la plante. L'ESCA va activer le métabolisme secondaire, notamment la réponse de défense de la vigne.
L'ESCA va aussi stimuler la virulence d'un des champignons, Fomitiphoria mediterranea, qui est le champignon responsable de la pourriture blanche. Ensuite, on a pu voir qu'il y avait une résilience à l'ESCA. La vigne est capable de repousser, de reproduire des vaisseaux. Et puis l'ESCA confère aussi une meilleure tolérance au stress hydrique. Donc parfois, ça peut être utile. Et enfin, on a pu mettre en évidence que certaines conditions environnementales avaient un très fort impact sur l'incidence d'ESCA, notamment le stress hydrique et la faible vigueur, ce qui suggère un rôle majeur de la transpiration et aussi de l'activation des défenses de la plante. Mais alors pourquoi tous les cépages ne réagissent-ils pas de la même façon? Vous avez ici un gradient de sensibilité. Je suis vraiment désolée pour le pixelisation du graphique, mais vous voyez ici, il y a 36 cépages. Ça va de Meunier, Pinot Noir, Syrah, jusqu'à Trousseau, Savagnin. Et on peut voir que sur 20 ans, il y a vraiment des différences d'expression très marquées. Ce qui conduit à des différences régionales d'ailleurs, puisque l'encépagement français est régionalisé. Donc une région comme la Champagne, plantée avec du chardonnay, va être beaucoup moins sensible à l'ESCA qu'une région comme la Charente, plantée avec de l'uni blanc. Alors, nous nous sommes intéressés aux mécanismes associés, puisqu'après tout, certains cépages n'expriment pas. Peut-être qu'on peut trouver la clé de la compréhension de la maladie plutôt dans les cépages les plus tolérants. Donc, on a eu la chance de pouvoir travailler sur une parcelle unique à l'INRAE de Bordeaux qui nous a permis de comparer 46 cépages cultivés dans les mêmes conditions, même porte-greffe, même pratique culturale, même parcelle. Et donc, vous pouvez voir ici 8 années de suivi sur ces cépages qui révèlent de nouveau un gradient très fort, donc un effet génétique très fort de la plante sur la sensibilité à l'ESCA. Alors, à quoi ces différences peuvent-elles être dues? Aux caractéristiques physiologiques et anatomiques du cépage, aux communautés microbiennes du bois ou aux propriétés du bois. Je pense ici à l'anatomie, taille des vaisseaux ou composition chimique des parois. Premièrement, on s'est intéressé à la physiologie de ces cépages. Donc, sur ces graphiques, un point est un cépage et vous avez à gauche ici un proxy de l'utilisation de l'eau par la plante et à droite un indice de vigueur très classique qui est le poids des bois de taille. On peut voir très clairement qu'il y a un lot de cépages pour lesquels l'incidence d'ESCA ici en ordonnée est très faible et ce lot de cépages est caractérisé par des cépages qui vont limiter la perte en eau, donc peu de transpiration au niveau des feuilles, et des cépages qui vont avoir de faibles vigueurs. Par exemple, on peut citer 4 cépages que j'ai mis en haut dans le coin, qui possèdent cette double caractéristique. Donc la physiologie a bien un rôle important pour la sensibilité à l'ESCA. Ensuite, on a regardé au niveau moléculaire les métabolites, donc les molécules impliquées dans la défense de la plante présentes dans le bois. Et on a pu trouver que les cépages sensibles, en opposition aux cépages les moins sensibles, avaient un grand nombre de marqueurs métaboliques. Donc on peut vraiment retrouver dans leur cortège de molécules produites une signature de leur sensibilité. Si on compare les fonctions de ces molécules, ce qu'on peut mettre en évidence ici, c'est une surexpression pour les cépages sensibles de phénylpropanoïdes, qui pourraient peut-être même être impliqués dans le développement de ces symptômes. On a beaucoup travaillé sur l'anatomie du xylème, fait de nombreuses coupes que vous voyez ici. On a pu voir un joli gradient ici, c'est un indicateur de conduction de l'eau dans la plante théorique, basé sur la taille des vaisseaux. On peut voir un gradient entre ces 10 cépages, mais il est totalement décorrélé de leur sensibilité à l'ESCA. Il n'y a donc pas de lien de l'anatomie du système vasculaire par rapport à la sensibilité à l'ESCA. De même, il n'y a pas de lien avec le microbiote du bois sain, que ce soit chez les champignons ici en haut ou les bactéries en bas, que ce soit pour la diversité en espèces ou la composition de ces espèces, pas de différence significative entre les cépages peu, moyens et fortement sensibles. Ensuite, on s'est intéressé aux propriétés du bois. On a coupé beaucoup de ceps de vigne et on a pu, avec des analyses d'images, connaître la proportion moyenne des différents types de bois.
Ce qu'on voit très clairement, c'est que quand il y a expression d'ESCA, il y a significativement plus d'amadou, ici en jaune ou ici à droite. Cette quantité d'amadou augmente aussi significativement plus la plante a exprimé plusieurs années des symptômes. Donc plus il y a d'années symptomatiques. De manière très intéressante, la quantité d'amadou est également corrélée au degré de sensibilité du cépage. Donc plus un cépage est sensible, si un cépage a de l'ESCA, si une plante a de l'ESCA, elle a plus d'amadou, mais en plus, si le cépage est sensible, elle en a encore plus. On s'est demandé si cela pouvait être dû à la composition du bois. Peut-être certains cépages avaient une composition plus appétante pour les champignons. Vous savez certainement que le bois est composé de 3 molécules structurelles, la lignine, la cellulose, l'hémicellulose. Il est composé également de substances secondaires. On appelle ça des extractibles qui confèrent la défense, la couleur, l'odeur, par exemple, au bois. Et donc, chez la vigne, on a pu montrer que 20% du bois était constitué d'hémicellulose, 47% de cellulose, 18% de lignine et 14% d'extractibles. Ensuite, on a regardé si cette composition variait avec la sensibilité à l'ESCA. Et effectivement, on a pu mettre en évidence que la sensibilité à l'ESCA diminuait avec la proportion d'extractibles qui contiennent, je le rappelle, des molécules de défense, et que la sensibilité à l'ESCA augmentait significativement avec la quantité d'hémicellulose dans le bois, qui se trouve être particulièrement appréciée par Fomitiphoria mediterranea, qui est l'agent de pourriture blanche de la vigne. Sur ce gradient de cépage, on a donc pu valider que les caractéristiques physiologiques et les propriétés du bois jouaient un rôle majeur, alors que l'anatomie du xylème et le microbiote n'avaient pas de lien avec la sensibilité à l'ESCA. J'arrive donc au bout. On va essayer. Je suis sûre que je vous ai convaincu que c'était un problème plutôt complexe. Et donc, qu'est-ce qu'on retire de tout ça ? Déjà que peu importe faible ou forte incidence, l'ESCA a toujours la même conséquence, une perturbation du transport de l'eau. On est bien sur une pathologie vasculaire avec des occlusions. Que l'ESCA n'était pas une fin en soi, il y a une capacité de résilience. Il y a plusieurs années ensuite où le cep va pouvoir être en forme, et certes son espérance de vie est réduite, mais ce n'est pas une fatalité immédiate. Ensuite, on a pu révéler plusieurs caractéristiques qui ne semblent pas du tout liées à la sensibilité à l'ESCA, ce qui était une surprise pour nous, pour la recherche. Déjà, peu de rôle du microbiote, pas de tendance claire. La lignine et la cellulose également, pas de rôle avec la sensibilité à l'ESCA. La présence des nécroses noires semble décorrélée de l'expression de ces symptômes. C'est uniquement l'amadou qui était corrélé. Et puis l'anatomie du système vasculaire n'était pas non plus liée. Alors si on reprend nos triangles de la maladie, maintenant on peut essayer de se dire quels sont les paramètres, puisqu'on est dans une maladie complexe, donc multifactorielle, qui conduisent à une faible ou à une forte incidence. Donc pour une faible incidence, on a vu que des conditions environnementales pouvaient réduire l'expression d'ESCA, notamment une météo sèche et chaude, un stress hydrique, une sécheresse, ou une carence, une faible vigueur due à une carence azotée par exemple. Et on a vu que ces conditions environnementales étaient caractérisées pour la plante par une faible transpiration, mais des capacités de défense boostées. On a vu par ailleurs peu de rôle des agents pathogènes, c'est pour ça qu'ils sont un peu absents ici. Et par contre, clairement, une faible incidence est associée à des cépages peu sensibles. Et ces cépages peu sensibles, on sait maintenant que ce sont des cépages qui vont avoir une faible utilisation de l'eau, peu de transpiration au niveau des feuilles, une faible vigueur et un bois riche en composés, en substances secondaires, donc potentiellement en composés de défense. Ensuite, quelles sont les conditions qui conduisent à une forte incidence ? Eh bien, on va avoir un environnement, donc par opposition à l'autre catégorie, plutôt frais et humide, qui est un environnement en favorisant la transpiration de la vigne, sa croissance, la photosynthèse, etc. Et puis, on va avoir également des cépages sensibles, forcément.
Ces cépages, on a pu mettre en évidence qu'on pouvait les identifier avec des marqueurs métabolites, notamment des métabolites secondaires qui sont surexprimés chez ces plantes. Et je parle de ça même en l'absence de symptômes foliaires d'ESCA, c'est constitutif. On a pu voir qu'une proportion d'hémicellulose plus importante dans le bois était plutôt favorisant la sensibilité à l'ESCA. Et le rôle de l'amadou, très important, avec plus d'amadou dans les cépages sensibles. Donc l'ESCA est une maladie vasculaire complexe liée à la physiologie, clairement, et à l'environnement. Pour les champignons, on a quand même deux résultats nouveaux dans cette équation. Le premier, c'est qu'un champignon est stimulé par la sécheresse. Il a longtemps été cité dans les champignons comme l'agent causal de l'ESCA. On peut questionner maintenant ce lien puisqu'il semble beaucoup plus abondant là où les symptômes ne le sont pas. Enfin, on a pu voir que dans le bois sain, il y avait bien ce Basidiomycète, Fomitiphoria mediterranea, qui vivait et qui était stimulé par un état de stress comme l'ESCA. On peut donc penser que si l'expression des symptômes stimule ce champignon, il va plus dégrader le bois et donc entraîner une plus forte proportion d'amadou, et ainsi de suite dans une spirale négative pour le cep de vigne, une spirale du déclin. Pour conclure, je dirais que ces dernières années de recherche nous ont permis de changer notre manière de penser l'ESCA. Ce n'est pas seulement une maladie du bois causée par des champignons. On est sur une maladie complexe, multifactorielle, impliquant le fonctionnement vasculaire et physiologique de la vigne, les propriétés du bois, l'amadou et l'environnement. Mais le rôle de chaque micro-organisme du bois et du fonctionnement de la communauté microbienne reste encore flou, et ça laisse une belle promesse pour les recherches à l'avenir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour essayer de comprendre les mécanismes. C'était aussi l'occasion de vous montrer le chemin qu'une équipe de recherche peut parcourir, parce que dans ce travail, on a tiré le fil des hypothèses au fur et à mesure des résultats. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas remercier tout le groupe qui a contribué à ce travail, notamment les doctorants et post-doctorants, et puis mon équipe de permanents, comme on dit. Et puis sans mes collègues écophysiologistes, on n'aurait pas pu utiliser ces technologies innovantes qui nous ont vraiment permis de plonger au cœur des maladies du bois. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci. Bonsoir. Alors, on va vous faire passer un micro-ballot. Il faudra bien parler au niveau du cercle noir au milieu. Alors, monsieur en bas, vous aviez une question ? Marche, voilà. Monsieur avait une question. Bonsoir. Après, vous pourrez le lancer, en fait, prudemment. Voilà. Allez-y. Oui. Allez-y. On entend, là ? Oui, très bien. Allez-y. Oui, alors, j'ai quelques questions et remarques. J'ai travaillé sur la vigne depuis plus de 40 ans et on observe effectivement une augmentation d'ESCA un peu significative quand même. Alors, il me semble que vous avez oublié de parler d'une technique qui est utilisée depuis la nuit des temps, qui est la taille. Oui. On taille la vigne, on la taille beaucoup, on la bonsaille un peu. Donc, ça lui provoque quand même un stress tous les ans. On enlève toute la partie aérienne, on réduit ça à quelques bourgeons. Ça va de 2 à 10, 15 bourgeons maximum, on va dire. Donc ça, à mon avis, joue un rôle, parce que la vigne est quand même stressée. Il y avait eu, et alors en même temps, j'ajouterais que depuis quelques années, on utilise des machines à vendanger qui provoquent aussi un stress assez marqué. Il y avait eu une thèse qui avait été faite il y a quelques années sur l'incidence de la machine à vendanger sur la physiologie de la vigne. Ça provoque effectivement des cavitations dans les canaux à sève. Donc ça peut être un facteur aggravant. Et puis je dirais le troisième point qui pourrait être soulevé, c'est le porte-greffe. Parce que j'ai connu à l'époque des porte-greffes, souvent des porte-greffes vigoureux qui provoquent, avec des années à forte production, l'année suivante, il y avait beaucoup de tylose. Il
il y avait des phénomènes de blocage de circuits de sève par la tylose qui apparaissaient dans des vignes un peu excessivement chargées en raisin et excessivement vigoureuses. Parce qu'effectivement, comme vous dites, dans les terrains humides, avec des climats où il y a de l'eau qui tombe et la vigne pousse bien, ces phénomènes étaient un peu aussi exacerbés. Donc tous ces phénomènes, à mon avis, la taille, le porte-greffe et la conduite générale de la vigne, surtout au niveau stress, à mon avis, est important. Alors, merci beaucoup pour ce commentaire. Très bien, ça me permet d'ouvrir le sujet là-dessus. Effectivement, je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas au cœur de nos travaux de recherche, mais vous avez entièrement raison. La vigne est taillée et la taille est de plus en plus utilisée, enfin, et le levier pour lutter contre l'ESCA actuellement, c'est la taille. Voilà, il a clairement été démontré que les plus grosses plaies de taille entraînent le plus de nécrose, de contamination des bois. Et donc, les travaux montrent maintenant que respecter les trajets de sève et faire moins de nécrose dans le bois est très efficace pour lutter contre ces symptômes. Donc, c'est un très bon commentaire. Et pour le porte-greffe, effectivement, nous sommes en train de suivre un dispositif jumeau de celui sur les cépages qui possède 5 cépages greffés sur 52 porte-greffes. Et donc, dans quelques années, nous espérons pouvoir avoir des études robustes pour pouvoir connaître le rôle du porte-greffe dans l'incidence d'ESCA et quels sont les mécanismes associés. Donc, merci pour ces commentaires très pertinents. D'autres questions? On va faire passer le micro. Alors, moi, j'ai la lumière en face, j'ai beaucoup de mal à voir. Voilà. Derrière. Est-ce qu'une question? Voilà. Voilà. Ok, voilà. Oh là. C'est pas l'UBB ici. Hein, ouais. Non, pas encore. Alors moi, j'en avais une en attendant que le micro arrive. J'en avais une. Donc, évidemment, en tant que microbiologiste, je me disais le microbiote, et on va trouver quelque chose dans le microbiote, forcément. Alors, est-ce que finalement, ce non-rôle du microbiote, est-ce que ça exclut la possibilité d'intervenir par du biocontrôle pour essayer finalement de mieux maîtriser ces problématiques? Est-ce que je comprends? Est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire autre chose? Non. Alors déjà, pour tempérer ce non-rôle du microbiote, je pense que ça mériterait de l'étudier à d'autres moments du cycle de vie de la vigne, avec peut-être d'autres outils techniques qui existent maintenant. Donc je pense qu'on a encore des recherches devant nous. Par contre, nos travaux tentent à montrer un rôle de ces champignons protecteurs qu'on a classés. Alors c'est la littérature qui les définit comme tels, mais il semble y avoir beaucoup de tendances avec ces champignons protecteurs, parfois plus qu'avec les pathogènes. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser. Et il y a des équipes de recherche qui travaillent aussi sur le développement du biocontrôle par la présence de micro-organismes antagonistes. C'est un sujet de recherche proprement parlé. D'accord, merci. Alors, allez-y, posez votre question. Alors, j'avais une question sur l'incidence de l'ESCA sur le raisin en lui-même, c'est-à-dire quand il en restait, parce qu'en 2024, il n'y avait plus grand-chose sur les pieds malades, par exemple, en tout cas en Bourgogne. Est-ce que vous alliez travailler dessus ou vous alliez travailler dessus? Alors j'aimerais beaucoup travailler dessus. C'est encore assez mystérieux, je trouve. Donc, il y a plusieurs symptômes sur les baies de raisin. Parfois des nécroses qui s'observent sur les baies, parfois des dessèchements, des défauts de véraison également. Il y a eu très peu d'études là-dessus, honnêtement. Les champignons pathogènes ne sont pas présents, par exemple, sur ces nécroses associées, qu'on observe sur les cèpes symptomatiques d'ESCA. J'aimerais beaucoup travailler sur l'hydraulique de la connexion de la grappe de raisin au cèpe pour voir s'il y a des mécanismes de tylose également à ces niveaux-là qui pourraient être impliqués. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire sur ces pertes de rendement. J'ai pas travaillé à proprement parler sur ces tissus. Très bien, merci. Alors moi j'ai des questions en ligne qui nous arrivent, que je peux lire ici. Alors je les livre, il y en a deux que je livre comme ça, qui ne sont pas forcément corrélées l'une avec l'autre.
Le pH de la sève peut-il avoir un impact sur l'ESCA? Est-ce qu'on connaît des choses sur le pH? Et je te livre la deuxième qui n'est pas directement corrélée. Est-ce que le curetage des sèves de vigne est une solution viable pour la pérennité du pied, enfin des sèves de vigne? Ça aurait fait plaisir à Denis Dubourdieu, ça. Alors, sur le pH, je vais être très courte parce que je n'ai aucune donnée là-dessus. Effectivement, ça peut être une caractéristique à étudier. Peut-être ça a été fait dans la littérature. J'avoue que voilà, on ne peut pas tout connaître non plus. Donc là, je joker pour cette question. Oh, d'accord. Et le curetage le curetage. Est-ce qu'il y a des études est-ce que l'INRAE suit des dispositifs Oui, voilà. énormément. Donc le curetage, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est de venir enlever l'amadou du cep de vigne avec une tronçonneuse de précision. C'est pas mal, c'est utilisé de manière différente selon les bassins viticoles, avec des retours très différents également. Certaines régions qui sont très contentes de l'efficacité de la mise en place, voilà, il faut que ce soit fait avec précaution. D'autres documentent des taux de mortalité élevés, voilà, ça dépend sûrement comment c'est fait. Mais voilà, les essais suivis par INRAE montrent plutôt une bonne résilience, une diminution des symptômes foliaires. En tout cas, c'est quelque chose dont beaucoup de viticulteurs s'approprient et le mettent en place dans leurs parcelles, notamment comme technique de prévention. Très bien, merci. Une autre question dans l'amphi? Alors, je regarde en ligne si j'en ai d'autres. Est-ce qu'il y a des méthodes culturales qui permettraient de limiter le développement de cette maladie? Ça rejoint un peu ce que disait monsieur, c'est-à-dire qu'on a parlé déjà de la taille. Est-ce qu'il y a aussi d'autres conduites, d'autres aspects? Parce que finalement, l'humidité aussi, on imagine qu'éventuellement on peut jouer sur certains paramètres pour limiter ces choses qui vont favoriser en fait le développement de certains champignons. Oui, tout à fait. Alors, il y a peu d'études qui comparent sur le long terme un grand nombre de pratiques ou de modes de conduite. Clairement, les pratiques qui limitent la taille sont favorables. Alors, ça conduit parfois à beaucoup d'allongements, puisque voilà, on parlait de bonsaï. La taille, c'est là pour contraindre une plante qui est une liane et qui ne s'arrêtera pas de pousser si on ne la taille pas. Mais si on ne fait pas de plétail et que la vigne pousse d'elle-même, on va grandement limiter la problématique. Mais voilà, ce n'est pas possible. Donc le but, c'est de raisonner au mieux les pratiques de taille, tout en mettant en place, par exemple, le curetage quand c'est possible. Voilà. Et de toute façon, les modes de conduite sont souvent imposés selon les régions viticoles. Donc là, c'est pareil, c'est difficile de les comparer entre eux dans un même dispositif. Il y avait une question aussi que je vais reprendre. Est-ce qu'on peut imaginer dans les processus finalement de sélection de nouvelles variétés dans le futur intégrer la résistance à l'ESCA comme un des paramètres pour créer de nouveaux cépages? Alors, excellente question. C'est quelque chose qu'on étudie au labo. On a des projets en cours là-dessus pour justement identifier le déterminisme génétique associé à une moindre sensibilité aux pathogènes du bois, d'une part, en les prenant un par un, et puis à l'expression d'ESCA et à l'amadou, d'autre part. Je n'ai pas de résultats encore à vous donner parce que c'est en cours, mais c'est vraiment quelque chose qui nous semble prometteur à étudier. D'autres y sont arrivés sur des maladies comme le mildiou, l'oïdium. Voilà. Après, sur une maladie complexe comme cela, donc multifactorielle, où on voit que c'est une combinaison de la plante, enfin génotype de la plante, l'environnement, probablement certains champignons tout de même, ça semble plus difficile de trouver un déterminisme génétique fort en tout cas. Alors, s'il y a une autre question. Tout en haut, là-bas, si on peut le faire remonter. En attendant, en fait, dans les paramètres en fait, climatiques, tu insistais beaucoup sur l'humidité, en tout cas à certains moments du cycle de la vigne. Est-ce que les températures... Alors, tu as parlé du stress hydrique. Moi, comme on a eu un peu froid récemment, est-ce que le froid
peut avoir un impact positif ou négatif, ou est-ce que ça n'a pas été, il n'y a pas de résultat là-dessus? Au niveau national, par exemple, effectivement, on voit des vignobles qui sont plus protégés, peut-être en Champagne, par rapport à des climats plus doux, comme on a sur la côte atlantique. Mais... Alors, il y a des résultats sur le froid parce qu'il y en a sur le chaud, par opposition. Ça, en fait, on a cet effet de la température qui est présent. Et qui va être différent selon le développement de la vigne. On va avoir un effet plutôt, on va dire, positif de la température lorsqu'elle est associée à une humidité du sol optimale. Ça, c'est important de le dire. Il ne faut pas jamais dissocier ces deux facteurs. Donc, on va avoir un effet positif. Et par contre, en période hivernale, effectivement, des températures plus élevées peuvent conduire à moins d'esca en période d'été. Mais c'est difficile d'isoler ces différents facteurs parce que ce qu'on a vu, c'était plutôt des interactions entre humidité et température. Vous pouvez poser votre question, si vous voulez, là-haut. Je vois mal. J'aime quand tu m'ouvres. Alors, merci Chloé pour cet exposé. Et, alors, je suis très contente parce que j'ai tout compris et d'habitude, je ne comprends jamais rien à la biologie. Je suis ravie. On a bien compris qu'il y avait des susceptibilités différentes des cépages plantés dans le même lieu, mais on sait aussi que ces cépages ils sont plus ou moins à l'aise dans ce même lieu. Donc, est-ce qu'il existe des études qui porteraient sur un même cépage dans diverses régions, basées sur de l'épidémio ou je ne sais trop quelle autre technique qui pourrait brasser un tas de données? Alors, pour cela, on peut récupérer un cépage qui serait planté dans plusieurs régions viticoles. Je pense au chardonnay, par exemple. La difficulté dans ces cas-là, c'est que tout n'est pas égal par ailleurs. C'est qu'on va avoir des pratiques culturelles très différentes entre le sud-est de la France et la Champagne. Et donc, ça rend difficile la comparaison pour un même cépage. Voilà ce que j'aurais à dire. Mais sinon, ça serait la bonne approche. Évidemment, si on pouvait comparer la réponse des génotypes dans un même environnement, le parallèle idéal serait la réponse de chaque génotype dans des gammes d'environnements. Et là, ça serait parfait. Mais voilà, c'est difficile pour une culture comme la vigne, avec des pratiques tellement régionalisées. En tout cas, en tant que scientifique, on évite de mélanger toutes ces données et de sortir des corrélations qui seraient sûrement biaisées par d'autres effets. Alors, une autre question en ligne. Entre l'ESCA et le stress hydrique, pouvez-vous repréciser où se trouve la cause et la conséquence, et une question qui est liée, et si vous considérez ou non que votre recherche peut s'inscrire dans le débat pour ou contre l'irrigation. Question piège. Ouais, voilà. Alors, cause ou conséquence, c'est une belle façon de le voir. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'un stress hydrique assez intense avant le développement des symptômes allait inhiber leur développement. Donc, le stress hydrique n'est pas une cause d'expression des symptômes. Au contraire, il va ralentir le développement et l'inhiber. Par contre, effectivement, je vous parle d'ESCA ayant une conséquence de dysfonctionnement hydraulique et de baisse de transpiration. Donc on pourrait considérer que l'ESCA a le même effet physiologique qu'un stress hydrique sur la vigne. Cependant, il existe certains traits, certains paramètres de la plante qui diffèrent entre les deux stress. Je peux rentrer plus en détail, mais globalement, on a bien une baisse de transpiration de la plante en conditions d'ESCA. Ce n'est pas tout à fait pareil qu'un stress hydrique pour autant. D'accord. Et l'irrigation, alors? Et donc, l'irrigation. Dans tous les cas, je suis plutôt partie prenante de l'utilisation de la diversité des cépages. Je trouve qu'il y en a énormément et j'encouragerais d'ailleurs à planter des cépages moins sensibles à l'ESCA dans des zones humides et des cépages plus sensibles dans les zones sèches, si on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Maintenant, effectivement, si on irriguait complètement les vignes pour qu'elles n'aient pas du tout de stress ou alors pas à des forts niveaux, on peut imaginer qu'on n'aurait plus cette baisse qu'on commence à voir ces dernières années dans l'incidence d'ESCA, mais peut-être un maintien, peut-être plus d'ESCA, ça je ne sais pas du tout, mais effectivement, on peut juste faire le parallèle entre nos résultats et cette irrigation.
C'est-à-dire que si on bloquait complètement le stress hydrique en irriguant beaucoup trop, finalement, bah oui, on n'aurait plus de problème d'esca, on aurait d'autres problèmes. Voilà. Je pense que... Oui, monsieur. Oh, c'est vraiment l'UBB, là. Il faudrait voir le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage sensible, qui est même très sensible comme le Sauvignon blanc, qui est son père ou sa mère. Mais le Cabernet Sauvignon a fait le tour du monde. Il y en a au Chili, il y en a dans l'État du Washington aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a partout. Et c'est un cépage qui a été étudié partout, enfin planté partout. Et il faudrait voir un peu dans toutes ces situations comment il se comporte vis-à-vis de l'Esca. Parce que bon, on sait que le Chardonnay, c'est un peu le même genre, mais le Chardonnay est quand même beaucoup moins sensible. Alors, j'ai beaucoup de collègues à l'international qui travaillent aussi sur le Cabernet Sauvignon, qui observent les symptômes. On a pu voir que l'athylose, par exemple, en conditions d'esca, ne se produisait pas qu'en France, se produit également dans les feuilles de vigne symptomatiques d'esca ailleurs, notamment États-Unis, Italie, Espagne, pour ce qu'on a testé. Maintenant, les pratiques culturelles sont quand même très différentes dans les différents pays, donc c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est difficile de comparer. Mais je dirais que ce cépage reste sensible dans les autres régions dans lesquelles il est cultivé. Bien. Madame, une question à côté? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel est l'intérêt économique de vos recherches? Non, parce que je ne suis pas du tout du vin, je suis de la banane. On a aussi des problèmes foliaires. Vous disiez au début que ça représentait à peu près 3% des cépages. Oui, alors l'impact économique est estimé à 10% pour le dépérissement de la vigne, parce que bon, là j'ai montré 3% d'esca, mais dans les 10% on inclut les improductifs, les cèpes manquants, etc. Donc des pertes économiques potentiellement de 10%, en tout cas c'est ce qui est calculé. Maintenant, je crois que la question était différente sur l'intérêt économique de... Non, c'était bon? Ok, c'était ça. Ce serait bien, j'allais philosopher sur ma recherche. Voilà. Bon, et bien, voilà, une autre question. Oui, tout au bout du rang, si on peut y arriver, voilà. Le même rang, mais tout au bout, voilà. Oh, on attend que la passe soit finalisée, tout au bout. Voilà. Merci. Allez-y. J'avais une question. Il y a beaucoup de viticulteurs qui constatent que la maladie de l'ESCA est souvent sur des pieds les uns à côté des autres et que les chercheurs affirment l'inverse. Du coup, j'aimerais bien savoir c'est quoi les recherches qui ont été fondées pour dire ces résultats-là. C'est une bonne question. Donc, des recherches de suivi sur Cabernet Sauvignon dans un château du Bordelais pendant beaucoup d'années ont permis de cartographier la dynamique d'expression de ces symptômes et de montrer qu'elle était aléatoire et non pas dirigée par de la contagion. Maintenant, c'est vrai que ces études n'ont pas été faites sur de nombreux cépages dans d'autres conditions. Donc ça mériterait d'être testé dans d'autres vignobles, mais c'est un retour. Voilà. Moi, je remercie cette prise de parole parce que peut-être qu'on reste sur nos études, on ne se rend pas bien compte. Après, j'avais jamais eu cette remarque, donc je note et je regarderai comment étudier cela. Merci pour le commentaire. On constate souvent, pas la même année, mais souvent l'année d'après, le pied d'à côté, d'une année à l'autre, on voit souvent ça. Okay. Il faudrait faire des statistiques. Voilà. Un peu plus haut, s'il vous plaît. Voilà. Madame, allez-y. Bon, j'avais encore une deuxième question concernant les conditions. On a vu que l'humidité, la fraîcheur pouvaient rendre l'ESCA plus expressif. Dans ces cas-là, est-ce que vous avez fait des comparaisons avec les vignes atteintes de mildiou ou d'oïdium? Est-ce que c'est aussi un facteur aggravant? Voilà. C'est une très bonne question. Alors, je peux parler pour l'oïdium, parce que j'ai fait une étude sur l'oïdium. Il y a peu d'études qui croisent stress hydrique et mildiou. Cela dit, je peux faire une réponse peut-être groupée. Ce sont deux pathogènes biotrophes qui ont donc besoin de feuilles en bonne santé pour se infecter et se développer, ce qui est très différent du complexe des maladies du bois. Et donc sur l'oïdium, nous avons étudié l'interaction avec le stress hydrique.
On a pu voir qu'effectivement, un état physiologique stressé diminuait le taux d'infection, la taille des nécroses, de la sporulation, pardon, mais que par contre, il y avait une réponse qu'on appelle de stress multiple, c'est-à-dire qu'une plante en stress hydrique inoculée par l'oïdium faisait beaucoup plus un symptôme particulier, une chlorose au niveau de la feuille, donc une décoloration de la feuille, qui a été observée que dans ces conditions de multistress. Donc ça, c'est assez classique. On va dire c'est un gros sujet de recherche en santé végétale où on va comparer les stress indépendamment et le multistress. Et donc pour l'oïdium et la sécheresse, en tout cas, il y avait une réponse spécifique au multistress, mais moins de symptômes, moins de sporulation, moins d'oïdium. Très bien, merci. Je pense qu'on va clore les questions à ce niveau-là. Merci à nouveau. Merci beaucoup. Applaudir à nouveau Chloé Delmas. Et voilà, un dernier mot sur... Merci beaucoup, merci pour cette très belle conférence. Merci à vous d'être venus. Juste un petit mot, vendredi prochain, on organise un colloque toute la journée de 9h à 18h sur un titre un peu provocateur, Le vin a-t-il un avenir sans culture ? Mais pour montrer comment la culture est un acteur majeur du monde viticole. Et donc on aura toute une panel d'experts issus des différents milieux vin et culture. Donc c'est une journée qui va être très très intéressante. Voilà. Merci à tous, très bonne journée et à très vite à la Cité du Vin.